Bon, j'ai un dernier petit propos à faire qui là porte sur l'idée de coprésidence. Puis comment est-ce qu'on pourrait sélectionner une coprésidence dans une assemblée citoyenne, dans la mesure où le rôle que je vois pour cette coprésidence-là, c'est organiser les débats et non pas être les porte-parole de cette assemblée-là. Ça a un peu moins d'importance, mais néanmoins, on pourrait réfléchir à quels critères devraient être appliqués pour former une coprésidence. Quels critères démographiques, en l'espèce. Vous savez, dans une société, il y a des choses qui sont à la mode. Et puis, du fait de l'existence d'un certain parti au Québec, puis je pense qu'on peut le reconnaître, puis quand même louer un peu la chose, ou du moins, c'est un constat, du fait de l'existence de QS, il y a eu de la pression sur les autres partis pour montrer qu'eux aussi étaient capables d'être modernes, pour le dire simplement, et qu'à un moment donné, on a commencé à avoir des cabinets qui étaient paritaires, sous M. Charest, entre autres. Puis on a gardé, peut-être que la CAQ a gardé cette habitude-là, je ne sais pas, mais il y a comme eu une pression douce qui a fait en sorte que la société québécoise sur cette question-là est allée dans un certain sens. Puis on a appliqué cette logique-là dans le cas de la coprésidence du groupe de l'INM. Ce qui est totalement vertueux et correct. Mais derrière ça, il y a ça pose beaucoup d'autres questions. Autrement dit, quels critères démographiques devrait-on sélectionner ou qui devraient indiquer ou disons utiliser pour faire un genre de choix comme ça. Et donc, pour faire la petite histoire, après avoir fini la dernière présentation, je réfléchissais puis je me disais, tiens, ce serait intéressant d'avoir une personne qui est plus jeune dans la coprésidence. Puis là, donc, j'en étais pas au niveau de la réflexion sur les critères démographiques, je m'étais juste dit ça un peu de même. Puis ce serait le fun d'avoir quelqu'un qui est du groupe d'âge 20-30, qui est là, puis une personne qui est plus mûre. Donc, on aurait un peu représentation des deux grands camps à l'intérieur de la société québécoise. Je me disais, on pourrait mettre un point de comment dire, un point de rupture, là, un point de déclin à partir de 40 ans, pour le dire à la drôlotte, et donc dire que il y aurait une personne de moins de 40 ans puis une personne qui serait plus de 40 ans. Je ne sais pas en l'espèce, Madame Prémont peut peut-être accepter le compliment, mais je connais pas l'âge de Madame Prémont. Donc peut-être qu'elle est en deçà de 40 ans, mais disons qu'elle est peut-être aussi au-delà de cet âge-là. Ceci étant dit, ça c'était le début de la réflexion. Après, je me suis dit, tiens, si on met ça, il faudrait qu'on mette aussi un critère géographique. Il y a Québec-Montréal, il y a les grandes villes, mais il y a aussi toutes les régions. Les régions devraient avoir un des deux coprésidents. Et puis les deux grandes villes peuvent se partager l'autre personne. Puis là, je m'étais mis à réfléchir, vous pouvez imaginer, aux groupes, aux minorités ethniques. Et là, il y a un problème particulier qui se pose. Parce que les minorités ethniques, je n'ai pas les chiffres, mais d'après moi, ne font pas 50% de la population québécoise. Et donc, logiquement, il faudrait se dire, une assemblée citoyenne sur deux, par exemple, il va y avoir quelqu'un qui est dans cette catégorie-là. Mais là, ça devient compliqué dans ce sens que c'est des institutions qui sont mises en place une fois, mais ce serait un peu logique de penser un peu comme ça à long terme, disons. Puis là, je suis conscient que ça ajoute un degré de complexité, mais vous allez voir que je vais en arriver à une conclusion peut-être un peu plus simple. Puis là, j'ai passé toute ma journée à faire plein de trucs. Et puis, il y a à peu près une demi-heure, je me dis, tiens, c'est drôle, il y avait un éléphant dans la salle, il y avait un critère plus important peut-être que tous ceux-là que j'ai pas vus, puis auquel j'ai même pas réfléchi en pensant à ça. Puis ça nous dit un peu comment on est affecté par une certaine idéologie, puis comment il y a des valeurs que certaines gens poussent, qui réussissent à nous dire ça c'est important, puis il y a d'autres choses qui cachées derrière ça des fois. Ceci étant dit, c'est une question multidimensionnelle, l'égalité ou l'inégalité. Puis donc, ça a plusieurs dimensions. Mais l'éléphant dans la salle, de toute évidence, c'était que si on veut avoir une assemblée
une coprésidence plutôt qui est représentative de la population, hein, il faudra avoir il faudra avoir deux personnes qui soient d'une classe socio-économique différente. Hein. Là, il y aurait différentes manières de l'organiser. Je me disais, il faudrait qu'on ait une personne de la classe moyenne, puis une autre personne soit de la classe pauvre ou de temps en temps de la classe élevée. T'sais. Dans ce sens, la classe moyenne, c'est le gros lot, puis il y a le 30% en deçà, puis le 10% au-dessus, entre guillemets, d'un point de vue économique, toujours, bien sûr. Hein? Moralement, c'est peut-être pas toujours le cas. Puis peut-être que la classe moyenne, c'est un 60. Fait que je me disais, on devrait avoir une division un peu comme ça. De temps en temps, deux personnes de la classe moyenne. Mais peut-être qu'un critère plus simple à appliquer, si on était pour l'appliquer, hein, ce serait d'utiliser le revenu moyen. Pas moyen, mais médian hein, au Québec, ou un équivalent, là, puis se dire une personne en deçà, puis une personne au-dessus, mais peut-être pas trop loin au-dessus. Hein, puis en deçà, on peut être plus large. Si les beaucoup en deçà, c'est peut-être pas très grave. Pas trop, quand je dis pas trop au-dessus du revenu médian, en ce sens que le 10% qui sont plus aisés, hein, vont être souvent surreprésentés dans nos institutions politiques et il ne faudrait pas que ce soit toujours une personne de cette petite classe-là, puis une autre personne pour faire office de peuple, du 90% qui reste. Hein. Donc, autrement dit, cette position-là appartient de manière beaucoup plus légitime aux 90%, puis donc aux 40% inférieurs au-dessus du revenu médian, on m'excuserait pour la phrase bâtarde, là, mais que la classe du 10%, si on veut le dire comme ça. Quand j'ai réalisé ça, ça m'a permis de poursuivre ma réflexion. Mais évidemment, là, on a tout de suite un problème. Il y a deux personnes, ça devient compliqué de trouver des gens qui rentrent dans ces catégories-là. Puis là, dès qu'on choisit une personne qui a les catégories X, il faut que l'autre ait des catégories A inverses. Fait que c'est pas facile. Logiquement, une manière de mettre ça en œuvre, ce serait de se dire, on va tenter d'avoir quelque chose comme 3 des critères hein, qui sont là, puis on va se pardonner peut-être de temps en temps d'avoir 2 hommes ou 2 femmes, puis d'avoir 2 personnes des régions, hein, ou 2 personnes de Montréal, ou on va se donner un peu de lousse, autrement dit, dans les critères, pour aussi être réaliste d'une certaine manière, mais tenter d'avoir une représentativité démographique qui est plus grande. Puis la logique derrière ça, bon, c'est une réflexion un peu, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, là, ça m'est juste venu comme ça. Je la trouvais un petit peu farfelue, en fait, pour être franc. Mais quand on y pense, hein, le tirage au sort, c'est ça que ça fait pour l'Assemblée citoyenne. Fait que logiquement, hein, on devrait suivre cette même éthique-là, si on peut le dire, ou cette logique-là du mécanisme du tirage au sort pour s'assurer que la coprésidence soit représentative, elle aussi, démographiquement, de la population québécoise. C'est un drôle de défi. Hein. Puis on pourrait se permettre de faire un commentaire, mais il serait injuste hein, par rapport à la coprésidence du groupe constituant. Mais néanmoins, il y a peut-être un propos quand même à faire. Il serait injuste parce que certainement que les gens de l'INM n'ont pas, c'était inconscient. Hein, ils n'ont pas réfléchi à ce que je suis en train de dire, puis personne n'y avait réfléchi, même moi, ça m'est jamais venu à l'esprit avant. T'sais. Fait que c'est pas du tout là c'est pas du tout une remarque qui se veut une critique, en fait, c'est plus une observation. Mais il faut quand même observer que il y a comme un réflexe hein, dans le régime électoral, dans une société électorale, qu'on choisit des membres de l'élite pour des positions d'éminence. Puis donc, il y a le peuple dans le groupe constituant, puis il y a l'élite qui préside. Bon, je suis conscient que M. Turp, c'est pas un millionnaire, là, puis que Mme Prémont, je peux espérer qu'elle est peut-être pas loin, mais peut-être pas encore là. Mais c'est quand même pas, sont pas dans la classe moyenne, mettons. Hein? Puis sont pas non plus c'est pas des oligarques, là. Mais vous comprenez l'idée. Hein? C'est que instinctivement, on a mis dans une position comme ça des gens qui viennent du 10%, si on est pour le dire comme ça. Et logiquement, on pourrait du moins se permettre de réfléchir à cette question-là, puis à choisir une genre de coprésidence dans l'avenir qui est peut-être plus conforme hein, à la logique hein, du tirage au sort. Ceci pour dire que après ce petit propos-ci, dans la prochaine présentation, on va discuter d'un thème un peu inusité que j'ai introduit dans la section 5. Je ne sais pas si c'était la bonne place où le mettre, mais l'idée, c'est d'illustrer par ce thème-là, qui est un thème en fait artistique pratiquement, là, comment
il y a une logique un peu de conservatisme constitutionnel derrière le groupe Constitution. Encore une fois, je pense que c'était inconscient. Je ne pense pas du tout que les gens de l'INM se sont dit on veut que ça aille dans ce sens-là. Je pense que c'était juste, c'était un peu, on n'a pas réfléchi, on n'était pas en mesure peut-être de réfléchir plus profondément à la question. Mais en explorant ce thème-là, l'idée c'est de démontrer un peu que même sur une question un peu symbolique comme celle qui va être discutée là, il y a un niveau de réflexion qui ne peut pas se faire à l'intérieur d'un groupe comme Constitution, d'où la nécessité d'avoir une assemblée constitutionnelle au Québec, puis d'où la nécessité, puis je vous renverrai à la partie 9.1 si jamais mes présentations se rendent à l'Assemblée Constitution avant la fin de son exercice, parce que là, on est proche de la fin au moment où je vous parle, mais, ou du moins de la fin des débats, mais à la section 9.1 où je discute de l'idée d'étendre, de faire extension du groupe Constitution, puis d'élargir un peu son... enfin, de faire une assemblée un peu plus grande, mais qui aurait une vocation un peu différente de celle qui était mise en place, mais qui constituerait néanmoins une extension. Puis voilà. Donc, dans la prochaine présentation, je parle de ça, puis dans la présentation 9.1, j'en arrive plus tard, bien plus tard, j'en arrive à discuter de comment est-ce qu'on pourrait finalement un peu affronter cette question-là du conservatisme constitutionnel, puis sortir de cette logique-là qu'il faut juste mettre un rubber stamp sur ce qui existe, puis que ça ne changera pas, puis se donner les moyens pour que notre société, d'un point de vue constitutionnel, puisse avancer rondement, puis avancer à grands pas, parce que, à mon avis, il y a une course devant nous. Il faut qu'on invite pour certaines questions. L'environnement, ça presse, et il va falloir qu'on ait des institutions qui puissent s'adapter pour qu'on en arrive à ce point-là.